Aujourd'hui, on va parler d'Hugo le Maraîcher. Hugo le Maraîcher, c'est l'histoire d'une marque qui avait tout pour plaire. C'est un univers qui est frais, qui est coloré, des jus de fruits et légumes aux recettes finalement assez originales. Et une belle place en grande distribution dès son lancement de la marque. Mais quelques années plus tard, c'est ce que tu évoques, c'est la douche froide. Les volumes baissent, le produit dégroche, finalement le discours ne prend plus auprès des distributeurs. On peut se dire que Hugo n'est plus invité à l'apéro, quoi. Donc ça la fout un peu mal. Par contre, au lieu d'abandonner, Alexis Vaillant, le héros, décide de tout reprendre à zéro et repenser la cible, le moment de consommation, le design, le message. Et aujourd'hui, on va parler justement de marketing stratégique et comment on rebrande une marque de A à Z. Et finalement, comment aussi on se remet en question quand on a un produit qui décroche et comment on refait pour le remettre au goût du jour. J'ai évidemment 1000 questions à te poser. Est-ce que tout d'abord, tu peux nous parler de Hugo le Maraîcher à l'origine? C'était quoi? À l'origine, c'est une marque de jus de fruits et légumes. C'est-à-dire que quand je le crée en 2016-2017, il y a une grande mode qui est la mode des cures de jus. Et je me dis, moi, mon métier, c'est pas de faire des cures de jus, c'est de faire des jus qui sont accessibles pour tous. Et donc, je voulais vraiment rendre ce produit disponible. Donc, on fait des jus de fruits et légumes et on y ajoute des fibres. Avec cette idée de faire déjà des produits très orientés autour de la santé. Donc l'origine est là, c'est vrai que quand tu pitches le départ, c'est pour nous un moment exceptionnel dans le lancement, c'est que en fait on se rend pas compte au départ de la chance qu'on a. C'est-à-dire que quand on le lance, tout de suite Carrefour par exemple nous met quasiment dans tous les magasins de France. Et à cette époque-là, on se rend pas compte, peut-être trop junior ou on se rend pas compte de la chance qu'a la marque et quasiment tous les distributeurs suivent. Et on se retrouve très vite partout avec une incapacité totale à animer la marque, à la suivre, à la dynamiser, à couvrir l'intégralité du parc. Déjà, comment tu l'expliques? C'était à quelle année que vous avez lancé Hugo le Maraîcher? Et le marché du jus de fruits, il était dans quel état? Parce que forcément, les choses évoluent extrêmement vite. De la même manière que je connaissais pas très bien mon métier sur la force de vente, le marché du jus, l'état du marché du jus, c'est pas vraiment quelque chose qu'on avait étudié à l'époque. C'est des choses qu'on étudie beaucoup aujourd'hui, mais quelque chose qu'on n'avait pas du tout étudié. On avait vraiment une intuition, moi je travaille beaucoup à l'intuition du reste, donc on avait l'intuition qu'il fallait faire ça. Et c'est ça qui a été génial au fond. Mais encore une fois, on n'était pas câblé, on était tout juste en train d'organiser notre force de vente, on savait pas comment marchait tout le système, notamment autour des promotions, la conquête client. Donc on pensait que ça serait entre guillemets beaucoup plus lean et beaucoup plus facile que ça. Il ne faut pas oublier quand même qu'on fait un métier qui est difficile, qui est un métier du carrelage, un métier du matin et un métier qui nécessite de faire petit pas par petit pas. Après, c'est pas tout l'échec de la première mouture d'Hugo le Maraîcher. Ce qui a beaucoup impacté quand même Hugo le Maraîcher, qu'on se le dise, c'est la crise inflationniste qui a suivi le Covid. Le fait que du coup, on était plutôt un produit haut de gamme, donc on s'est retrouvé complètement à décrocher par rapport au marché en termes de prix, parce que l'évolution des prix des fruits était intenable pour nous. Et une espèce de crise sur le marché des jus de fruits où, du fait de l'inflation d'un côté, de fait de l'autre côté, oui, les jus, c'est trop sucré, bon bref, tout ce dont on peut souffrir, et d'ailleurs ce sont des mauvaises informations sur les jus, tout ce dont on peut souffrir nous a impacté. Et donc c'est là effectivement où on s'est dit, soit on crève, on arrête, soit on se creuse les méninges et on arrive à réinventer la marque. Mais je vais te le raconter, mais j'avais déjà une bonne idée derrière la tête de comment la réinventer. Je te rejoins complètement sur le marché des jus de fruits et légumes. Et en plus, la crise de l'orange n'a pas arrangé évidemment les choses. Et avec des consommateurs, effectivement, qui ont beaucoup boudé le jus de fruits, notamment pour le petit déjeuner. Mais on va y revenir. Tu as évoqué plein d'éléments qui ont fait que vous vous êtes dit qu'il fallait retravailler cette marque. Mais si tu devais en retenir un signal faible qui s'est transformé en signal fort, et en tant que dirigeant, tu t'es dit, mais en fait, là, on peut plus, parce que Alterfood, c'est quand même énormément de marques. Donc, à quel moment tu décides de prioriser, parce qu'il faut prioriser, Hugo le Maraîcher en se disant, maintenant, on bosse sur la marque? Alterfood, c'est énormément de marques, mais il y a quand même des marques qu'on qualifie de marques leaders. Pour te la faire très courte quand même, il n'y a que 4 marques sur lesquelles on communique vraiment, hein. C'est Marcel Bio, Hugo le Maraîcher, Limo et Blast. Et encore, Blast et Limo, on communique très peu dessus. Donc si tu veux, déjà la priorité, on la connaissait.
Voilà, parce que des marques par exemple comme Force de Ce Bio, on communique pas dessus, on n'a pas de budget pour communiquer dessus. Néanmoins, on s'en occupe très carefully, mais on n'a pas vraiment les moyens de le faire. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quand même que Hugo était une marque très importante pour Alterfood. C'est une marque qui a généré à un moment donné beaucoup de volume. Je crois que la première année, on a dû vendre plus d'1 million de produits. Donc c'était vraiment assez exceptionnel. Et même dans la difficulté, c'est encore une marque, parce que c'est une marque qui est montée, qui est redescendue, c'est encore une marque qui vendait un peu plus de 500 000 jus par an. Donc là, le premier point, c'est que c'était une marque sur laquelle on était très attaché à la marque et la volumétrie était très importante dans notre entreprise. Ensuite, le Signal, il y a eu plusieurs faisceaux, au-delà du problématique de performance et compagnie, mais je vais t'en donner 2. Le premier, c'est un signal de packaging. C'est que moi, je suis très attaché, je crée beaucoup de packs, je crée beaucoup de marques. Il faut savoir qu'un produit, je le crée de A à Z. Donc, je suis très attaché à mes emballages et à mes packaging. Et en fait, il y a eu plusieurs faisceaux, il y a plusieurs personnes d'affilée qui m'ont dit ah ouais, le packaging, il est un peu vieillissant, il est un peu, voilà. Donc, au début, on est un peu comme créateur, un peu arc-bouté en se disant bah non, il est top mon pack et compagnie. Puis après, on commence à s'ouvrir. Donc ça a été un signal, c'est-à-dire un premier signal de modernisation. Et le deuxième signal, qui est un signal parallèle, c'est que en fait, finalement, on était sur 2 ans ou 3 ans d'affilée de négociations commerciales très très dures et où on se battait corps et âme pour sauver le produit et sauver la marque. On avait la chance d'avoir souvent gain de cause, c'est-à-dire que les distributeurs nous disaient « Ok, on vous redonne votre chance. » Voilà, mais en fait, à un moment donné, quand on bagarre comme ça, pour ça, c'est qu'il y a un problème. Et donc, ces 2 choses, et particulièrement la deuxième du reste, nous ont fait dire on peut pas continuer comme ça, ils sont sympas, ils soutiennent, et on avait souvent ce mot des acheteurs ou des binômes pour les indépendants qui nous disaient mais moi je connais très bien vos produits, j'adore vos produits, moi à titre personnel je l'adore, il est très bon, mais ça fonctionne plus quoi. Donc à un moment donné c'est un wake-up call, il faut quand votre client vous dit en dehors du jeu de la négociation commerciale, il faut se dire qu'il y a quelque chose qui va pas, qui tourne pas rond et il faut se réinventer. Il faut quand même rester assez ouvert d'esprit. Dans quelle mesure on peut s'appuyer justement d'un distributeur, d'une enseigne pour co-construire avec elle ou en tout cas faire avancer notre réflexion? Parce qu'effectivement, on est souvent très dans les négos et dans cette situation de confrontation. Mais à titre personnel, je crois qu'il y a une autre voie, c'est la collaboration. Est-ce que tu t'es appuyé justement sur les retours? C'est ce que tu évoques un peu, mais comment on peut co-construire avec une enseigne quand on est dans ce genre de situation, à ton avis? Alors, je m'en suis énormément appuyé. Il y a, je pense, 2 éléments à prendre en compte là-dessus. C'est d'un côté la créativité, la vision, qui est ça et l'apanage de l'entreprise et du producteur. Et effectivement, l'alimentation de cette créativité et de cette vision, donc la co-création, qui là doit être fait en bonne intelligence avec le distributeur. Pourquoi ? Parce que ma vision est simple, c'est-à-dire que nous, chez Alterfood, notre credo, notre leitmotiv, c'est d'essayer de créer des tendances. Donc automatiquement, un distributeur, il crée pas les tendances. Un distributeur, il est là pour avoir dans son magasin ce qu'il y a de mieux pour ses clients. C'est pas son métier. Il en crée parfois, mais c'est pas son métier de le faire. Notre métier, nous, en tant que développeurs de marque, c'est d'apporter de l'innovation, de créer des tendances. Donc on arrive avec des certitudes, des idées très fortes, des produits très forts. Mais en revanche, quand on arrive dans le box, alors on n'est pas dans le box de négociation puisqu'on est dans les revues d'innovation, donc on est sur quelque chose de beaucoup plus bienveillant, avec de l'analyse assez profonde du produit. Là, il faut rester très ouvert. Il faut écouter ce qu'on nous dit. Pourquoi ? Parce qu'on est face à des gens qui connaissent mieux que personne leur magasin, mieux que personne leurs clients, mieux que personne leurs besoins, et que aussi quand on est créateur, on peut avoir la tête dans le guidon, et que d'être face à des professionnels du métier qui nous font des réflexions sur le packaging ou sur le produit d'une manière générale peut nous faire évoluer dans la finalisation du produit. Donc ça se passe comment ? C'est que moi je vais créer un produit très itératif, j'arrive en review de catégorie avec des packs comme ça mais en carton, avec rien à l'intérieur et des petites bouteilles comme ça, qu'on se le dise, je sais pas si vous la voyez là comme ça, et des petites bouteilles, on fait goûter, on monte les packs et puis là on va discuter. Sur l'organoleptique, c'est complexe de discuter parce que chacun a sa vision et c'est très subjectif. On est très dans le j'aime pas. Voilà, et moi je suis très... je sais ce que je veux, je sais ce que je propose à mes consommateurs. C'est toujours une vision très équilibrée d'ailleurs du produit. En revanche, dans l'emballage, il y a plein de choses qui vont rentrer. Je sais pas si on le voit là, mais en fait c'est très intéressant l'histoire de l'emballage. Et je te donne un exemple, et d'ailleurs c'est Carrefour avec qui on a très tôt parlé du produit et qui a très tôt adhéré au projet. Par exemple, on hésitait au départ, là, cocktail sans alcool,
On hésitait, on avait plusieurs options. On avait une option où c'était marqué cocktail, et puis il y avait un petit pastille qui était marqué sans alcool. Réflexion nous a été faite que cocktail, c'était trop corrélé à l'alcool, donc potentiellement ça pouvait créer, voilà. On a hésité avec mocktail, qui nous a été suggéré, puis après on a fait des tests. On a fait des tests conso, mocktail, et en fait on s'est rendu compte que 7 personnes sur 10 ne savaient pas ce que c'était qu'un mocktail. Donc du coup, on en a choisi la tagline cocktail sans alcool. Donc, voilà, et ça vient d'une discussion avec le distributeur qui, à sa manière, chacun a sa manière de le faire en fonction de la personne que vous avez en face, va challenger un produit, un pack. Nous a été dit plein de choses. Il y a plein de choses qu'on n'a pas retenues parce que c'était pas notre volonté, pas notre positionnement. Mais en tout cas, là-dessus, voilà. Et donc je terminerai par ça. C'est extrêmement important, particulièrement quand on est une PME, d'écouter ses clients et de comprendre quels sont les besoins de leurs consommateurs. Comment vous avez identifié ce nouveau moment de consommation ? Parce que là, effectivement, on parle du pack, de la façon dont tu exécutes, et notamment tu expliques à un shopper qui est en train de faire ses courses. Hugo le Maraîcher, si je ne me trompe pas, c'était plus destiné à une consommation goûter, petit déjeuner. Dans quelle mesure tu te dis, en plus de rebrander la marque, je crée une nouvelle histoire avec un nouveau moment de consommation ? Bon, ça a été très simple, hein. On n'est pas devin et on n'a rien inventé, hein, qu'on se le dise. Il y a un marché du sans-alcool qui explose. Il y a beaucoup d'exemples, de pays et aussi de générations, notamment la Gen Z, qui ne consomme plus ou qui consomme beaucoup moins d'alcool. Donc ça, les chiffres sont édifiants et le marché est une véritable opportunité, encore faut-il bien l'exécuter. Et d'ailleurs, c'est pas évident de l'exécuter avec un jus, hein, qu'on se le dise, hein. C'est pas ni en carton du reste ou en emballage Tetra Pak. C'est un pari qu'on prend et je vais expliquer pourquoi. Et c'est la deuxième raison, c'est le moment de consommation. C'est qu'on se rend compte que, l'espace petit déjeuner et goûter, il est saturé. Il est drivé par du premier prix. Et c'est pas non plus ce qui va être le plus recherché. Et même en termes de trend santé, moi, sur le petit déjeuner, je m'orienterais plus sur du salé, par exemple. Voilà. Ce qui me semble somme toute logique. Donc, si tu veux, on s'est dit, bon, il y a d'un côté un marché du sans-alcool, mais il y a que des produits qui sont chiants, qui sont des dérivés de l'alcool, qui sont trop chers. Donc c'était la même vision que sur les jus de fruits et légumes, hein, c'est-à-dire c'est trop cher. Et nous, on voulait vraiment faire un produit qui était accessible. Pour l'apéro, on va proposer des cocktails qui sont faits comme des cocktails par un barman ou par un spécialiste des cocktails, mais réinventés par nous et qui apportent quelque chose de différent parce que le jus classique, c'est un peu chiant à l'apéro. On s'est dit, on va apporter ce mix entre des fruits, des épices. On verra. Tu me fais goûter ? Je peux te faire goûter si tu veux. Hein. Allez. Je peux te faire goûter. Et d'ailleurs, en live, hein, parce qu'on voit comment pas, le pack est fermé et tu ne l'as jamais goûté. Ouais. On a hâte. Et au en moins plus, ça va être et en plus la de dire, surprise. c'est pas frais. Bon, je pose le micro, mais le produit n'est pas frais. Donc et je dis souvent ça, c'est que quand on crée des produits, pour travailler l'organoleptique du produit, on les goûte toujours en température ambiante. Pour bien comprendre les ingrédients à l'intérieur. Déjà, l'odeur, ça sent d'ici. Tu as l'odeur, tu as la couleur du produit qui est assez exceptionnelle. Ouais, ça sent super bon. Tu vois, incroyable. Santé. Je trouve ça... Il y a de la tomate dedans ? Non. Ah, mais c'est le basilic. Oui. Il se sent. Oui. Et je trouve que c'est hyper agréable dans le sens où... Après, bon, c'est très personnel et je suis un peu dans le j'aime pas. Mais moi, je suis pas consommatrice de jus du tout, jamais, parce que je trouve que c'est trop sucré. Et là, ça l'est pas. Bah non. Je vais te raconter pourquoi et comment. Alors, ce qui est intéressant, si tu veux, j'aime. C'est que c'est toujours, et ce qu'on va rechercher notamment chez Hugo, mais beaucoup chez Alterfood quand je crée des produits, c'est toujours aller chercher un équilibre. Est-ce que quand vous avez retravaillé Hugo le Maraîcher, est-ce que vous vous êtes orienté sur une autre cible ? Est-ce que vous avez élargi la cible ? C'est qui ton shopper type avant et aujourd'hui ? En fait, on n'a pas élargi la cible, on s'est recentré. On s'est dit qu'est-ce qu'on sait faire chez Alterfood ? Chez Alterfood, on sait faire des produits pour les adultes. Pourquoi on fait des produits pour les adultes ? Parce que déjà, on vise des gens qui ont un petit pouvoir d'achat. Puisqu'on est toujours, alors on n'est pas les plus chers, on n'est plus complètement décrochés, mais on n'est pas non plus des premiers prix. Donc en fait, on vise plutôt des gens qui ont du pouvoir d'achat, on est sur du 35-45 ans. Pourquoi ? Parce que dans le 35-45 ans, il y a du pouvoir d'achat, 2, de la conscience. C'est-à-dire de la conscience que
on doit évoluer en termes de code de consommation. Et on sait que notre bailleur, voilà, par exemple, il va être très féminin, on va viser en partie les femmes enceintes, parce que, bah oui, quand il y a l'apéro, on se fait chier. Et nous, on a envie d'apporter ça, mais de manière très accessible. Vraiment, c'est ça qu'on veut avec cette marque, c'est-à-dire qu'on veut qu'elle soit populaire, et que tout le monde ait son moment Hugo. J'ai une question sur les cibles. La Gen Z, tout le monde en parle. Là, je lisais le dernier LSA, il y a même tout un article qui est dédié à cette cible-là. Et pour autant, quand on regarde l'intégralité des cibles, c'est pas la cible aujourd'hui qui est la plus représentative de la population française, puisque on sait que c'est plutôt les seniors qui drivent la consommation, etc. C'est quoi ton avis là-dessus ? C'est toujours cette dichotomie de la société dans laquelle on vit, c'est-à-dire que d'un côté, on a une Gen Z qui prend un certain pouvoir, plutôt un pouvoir qu'on appellerait médiatique, puisque t'as l'avènement de TikTok, dont l'algorithme est extrêmement libre et qui fait que cette génération prend le pouvoir des tendances, et il n'y a rien à dire là-dessus. Mais effectivement, de l'autre côté, et si on se remet sur le shopper purement, ben oui, là on est plus sur un côté vieillissement de la population, c'est une certitude. Et l'acte d'achat et qui est-ce qui fait ses courses en supermarché aujourd'hui, c'est pas la Gen Z. Donc, mais c'est toujours, c'est la société dans laquelle on vit. Il y a des marques qui sont très fortes sur les médias sociaux qui font énormément de likes, mais un like n'est pas égal à une vente. Voilà. Oui. Et nous, faut pas oublier, et on n'en oublie pas, que notre leitmotiv, ça reste le point de vente, et ça reste d'aller convaincre à l'intérieur des points de vente les populations qui font leurs courses dans les points de vente dans lesquels on travaille. Alors, dans le cadre de ces recettes, vous avez retravaillé le goût, le Nutri-Score. Toutes les recettes ont été revues. Est-ce que tu peux nous dire comment vous avez retravaillé les recettes et comment on trouve, une question que je pose tout le temps, mais un équilibre entre rentabilité économique, impact environnemental, goût organoleptique pour que vous soyez bien noté. Comment on fait ça ? Est-ce que tu as la recette magique ? Je dois en avoir quelques-unes. Peut-être pas magique, mais je dois en avoir quelques-unes. Déjà, il faut comprendre que la réflexion des recettes, finalement, c'est la base du projet. Pourquoi ? Parce qu'au départ, quand on crée Hugo, on ne se pose pas spécifiquement la question du prix. Et effectivement, celui-là est un très bon exemple, puisque finalement, on a réussi à faire quasiment la même chose. Dans l'Orange Express, on va retrouver de l'ananas, de la mangue, il y avait plein de trucs dans tous les sens. Donc déjà, il y a eu cette idée de faire un grand projet de simplification des recettes. C'est-à-dire qu'on a travaillé à mettre moins d'ingrédients, mais à essayer de retrouver exactement le même équilibre et d'avoir en organoleptique encore un goût meilleur. Pourquoi je dis un goût meilleur ? Parce qu'on arrive quasiment au même goût, sauf qu'on est moins sucré. Donc c'est extrêmement intéressant. Donc le premier travail a été de reprendre les recettes qui étaient existantes, donc notamment l'orange et la tomate qui existait, et de complètement les simplifier, les rendre plus accessibles en prix, et effectivement travailler le Nutri-Score pour que le Nutri-Score soit Nutri-Score B. Ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, c'est plutôt ce qu'on appelle des boissons aux fruits. Donc tu vas retrouver 80% de fruits, 20% d'eau. Après, nous, il y a un truc sur lequel on transige jamais. Il n'y a aucune substance controversée dans nos produits. C'est quelque chose, dans tout le travail qu'on fait, 220 références chez Alterfood, aucune substance controversée. Ça fait partie de notre mission d'entreprise. Et c'est là-dessus sur lequel on transige jamais. On transige jamais sur les substances qu'on pourrait utiliser et sur le côté nutritionnel des choses. On veut toujours être le meilleur de la catégorie ou un des meilleurs de la catégorie. C'est vraiment inscrit dans notre ADN. Et puis après, effectivement, on a créé de la nouveauté. Donc là, c'est beaucoup de recherche, c'est beaucoup de se dire, ok, qu'est-ce qu'on a envie de faire, comment on a envie de le faire. Bon, la fraise, c'est quelque chose, c'est un produit qui est très appealing, qui est assez utilisé en cocktail. Parce qu'en fait, quand on a regardé tous les cocktails, tu te doutes bien qu'on a étudié tous les cocktails du marché. Et on s'est dit, en fait, on n'a pas envie de créer un énième Sex on the Beach ou Mojito. Je te dis pas qu'on le fera pas, hein, faut pas prendre ça pour argent comptant. Mais on s'est dit, on a envie d'arriver avec quelque chose de frais, de nouveau, où les recettes rappellent des choses, mais finalement, on n'est pas vraiment dedans. Donc c'est là où, avec cette idée de l'entrée par le fruit, qui est très importante. Et celle-ci, Fraîcheur de Green, pour la petite histoire, c'est vraiment un de mes produits préférés. En fait, dans un des premiers produits qu'on avait lancé chez Hugo, c'était un produit comme ça à base de pommes, de concombres. Il y avait même de l'avocat à l'intérieur. Enfin, il y avait plein de trucs. Et en fait, le produit ne fonctionnait que de manière estivale. N'avait pas très bien fonctionné, donc on avait dû l'arrêter. Alors que les gens l'adoraient. Parfois, tu as ça.
C'est-à-dire que tu as des shoppers très aficionados d'un produit, mais finalement en termes de volumétrie, tu as beaucoup de repeat, mais tu n'as pas suffisamment de portée. Et là, pour le coup, on a revu cette recette, on y croit toujours très fort, donc on a revu la recette. C'est une recette qui existait chez nous, qu'on a totalement simplifiée, qu'on a rendue plus accessible, et on a aussi beaucoup joué sur l'accessibilité prix du produit pour le rendre plus performant. Bon, tu sais que le terrain, c'est mon dada. J'aime bien mettre très souvent en avant les chefs de secteur. Et notamment, je me rappellerai toujours dans mes expériences précédentes les moments de convention ou de séminaire où ça y est, c'est la grande annonce des nouveautés auprès de la population que j'aime dire carrelage. Comment ils ont appréhendé justement ce changement quand vous leur avez annoncé, et avec quelles armes ils vont sur le front en grande distribution pour cette nouvelle marque? Déjà, je tiens à dire quelque chose, c'est que en fait j'ai beaucoup de chance parce que j'ai une équipe qui est complètement habitée et j'ai une équipe terrain qui est exceptionnelle. Et j'ai une équipe terrain, pour donner un ordre d'idée, j'ai une fille, ça fait 10 ans qu'elle travaille avec moi. Donc on a une équipe terrain qui est très fédérée, qui est très dans la prise d'initiative et qui est une équipe qui est amoureuse de l'entreprise et du produit. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours choisi en tant qu'entrepreneur, c'est d'avoir des gens qui portent notre maillot. Et je te dis la vérité, ça m'a coûté beaucoup d'argent, ça a failli me mettre en l'air du reste, mais c'est un modèle qui est effectivement un peu moins agile que d'autres modèles. Mais j'ai toujours choisi d'avoir des gens qui portent le maillot. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que quand on leur a annoncé, c'était hyper excité. On sortait d'une période quand même très difficile. Et si tu veux, il y avait un attachement à Hugo, mais il y avait quand même un truc et tu le sais pour avoir été sur le terrain, c'est qu'au bout d'un moment, si le produit marche pas et que tu te prends des bâches toute la journée à cause du produit, effectivement, tu perds de la motivation. Et donc pour ça, on a organisé pour le reveal et le lunch, on a organisé une grande pièce de théâtre en intelligence collective. Où on a inventé le personnage d'Hugo qui doit aller chercher le fruit magique dans une île, et avec les pirates qui étaient autour. Les pirates, c'était des marques concurrentes qui nous veulent du mal, et voilà, et on a joué ça comme ça pour le séminaire de Noël, et donc tout le monde a complètement pris la marque. Et si tu veux, après, nous, et je te le dis, et c'est un peu le leitmotiv de ce qu'on se dit ici, c'est que nous, on considère qu'on peut faire beaucoup de choses en digital, c'est génial, mais ça se passe encore. Aujourd'hui, notre métier, il se passe sur le terrain. Donc, si tu veux, c'est que tous les outils de communication, tous les outils de marketing, ils sont pour le terrain. Donc, aujourd'hui, pour commencer, déjà, je te donne un exemple, c'est qu'on travaille, nous, pas mal avec Média Performance. Donc là, on est rentré chez Intermarché, on a fait un plan, il y avait un flux poussé, donc on a fait un plan sur le flux poussé pour baliser tous les magasins, parce qu'il y a des magasins qu'on couvre pas sur certaines zones. Ça part en tout ce qui est classique, toute la PLV que tu connais dans tous les sens, les meubles, les arches, les trucs. Et on a un énorme plan d'animation national qu'on lance. Notre objectif, c'est d'animer plus de 150 magasins cette année. Et c'est l'équipe qui met tout ça en musique, avec l'équipe marketing. Et chez nous, le marketing est très lié au terrain. C'est-à-dire, pour donner un ordre d'idée, Océane, que tu connais, elle intervient quasiment à toutes les réunions terrain pour expliquer voilà ce qu'on a fait, voilà ce qui s'est fait, voilà les nouveaux outils qui sont à disposition, voilà ce que vous avez envoyé, quelles sont les attentes, qu'est-ce que nous on attend au marketing de vous. Mon but, c'est quand même d'impliquer un maximum tous les services de l'entreprise autour du produit qui est vraiment au centre de l'ADN d'Alterfood. Franchement, c'est très bien, et toutes les entreprises qui écoutent ce podcast devraient faire ça, c'est essentiel. Moi, j'avais quand même une question. Comment tu t'y es pris pour reconvaincre les enseignes? Est-ce que finalement, il y a des enseignes qui se sont dit non mais on a essayé une fois, on réessayera pas une seconde fois, quoi? Déjà, pour commencer, effectivement, l'image du produit était indéniablement détériorée auprès des enseignes. Ça, c'est une certitude. Il y en a qui ont été plus compréhensifs que d'autres. Il y en a qui ont été difficulté à toute épreuve. C'est l'humain, c'est du travail de confiance, du travail de conquête. Déjà, faut se dire un truc, c'est que les enseignes qui nous ont suivis, à part une peut-être, depuis le début, nous ont soutenus. Vraiment, il y en a deux que je peux citer, c'est Carrefour et Inter. Les deux nous ont soutenus. Dans la difficulté, ils nous ont soutenus. Ils ont été durs avec nous, c'est sûr, mais ils nous ont soutenus. Ils ont gardé nos produits en rayon, même quand ils fonctionnaient pas. Pourtant, ils nous ont montré les VMM et je peux te dire que c'était vraiment pas flamboyant. J'avais un peu honte quand j'arrivais en dernier round de négo et qu'on me montrait les stats, alors que moi, je défendais mon équipe depuis le départ en leur disant vous défendez, vous gardez les positions, voilà. Et en fait, quand on est revenu avec le nouveau produit pour les convaincre, en fait, ils étaient convaincus. Ils étaient convaincus pourquoi? Parce que, de toute façon, ils en pouvaient plus. Il fallait que soit ça s'arrête, soit ça se renouvelle. Et deux, finalement, on répondait quand même très bien à énormément de critères du moment. Le sans-alcool, c'est l'enseigne qui ne pense pas à faire du sans-alcool. Il y a un problème. Le Nutri-Score B, le prix.
On arrive avec des produits qui sont 20% moins chers que les produits précédents. Si tu veux tout, la modernité du pack, le pack tu peux en juger, tu peux aimer, pas aimer, le goût tu peux aimer, pas aimer, tu peux dire oui, alors non, moi je l'aurais pas fait en Tetra Pak, je l'aurais fait en bouteille de verre, ah oui, je l'aurais pas exécuté comme ça. Bien évidemment, tu peux juger de tout. Mais la finalité, c'est que la V2 du produit, c'est-à-dire le nouveau produit, est 10 fois mieux que le produit d'avant. Parce qu'on a pris toutes les erreurs qu'on avait fait et on les a switchées potentiellement en indicateur de succès potentiel. Et parce qu'on a pris tout ce qu'on savait faire et tout ce qui avait bien marché et on l'a quand même remis en ingrédients. Donc voilà. Mais après, les enseignes, c'est aussi comme ça. C'est un travail de conquête constante, c'est-à-dire que la vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui, encore moins celle de demain, et que bien évidemment que la confiance a été estompée, mais qu'ils nous ont quand même fait confiance pour repartir, et que maintenant, c'est à nous de les convaincre par nos performances que ces produits ont la place en rayon, mais en tout cas, à l'exception d'une enseigne que je ne citerai pas ici, tout le monde joue le jeu, donc tu vas le retrouver chez Carrefour, chez Inter, chez Coop U, on espère bientôt dans le groupe Casino, notamment chez Monoprix. Est-ce que tu dirais finalement que les enseignes, elles ont la mémoire courte ou la mémoire très longue ? Non, les enseignes, elles ont la mémoire très longue. Les enseignes, c'est un métier de l'humain. Donc, bien évidemment qu'elles ont les mémoires longues, mais nous aussi, on a les mémoires longues. Et je pense une chose, c'est que les enseignes, n'oublient pas que nous, ça fait 15 ans qu'on fait ce métier et on n'a jamais changé notre manière de le faire. C'est-à-dire que depuis day one, on n'a jamais dérivé d'un iota de notre mission d'entreprise. On a toujours proposé sur nos catégories des produits qui étaient engagés, qui étaient sains et qui répondaient aux besoins des consommateurs. Parce qu'il ne faut pas oublier que pré-Covid, tu es quand même sur un trend où tout ce qu'on lance, ça cartonne. Et il y a un trend de consommation où le consommateur, il est hyper ouvert, il achète du bio, du sans gluten, il regarde pas, c'est vraiment ce truc il est pas très regardant du prix, machin. Post-Covid, et du reste, c'est pas le Covid, l'impact, c'est vraiment la crise ukrainienne. Mais la crise ukrainienne fout en l'air tout le système. Et là, tout d'un coup, on pivote. Et moi qui croyais qu'on allait être dans un niveau d'accélération, on a un peu même fait des pas en arrière. Et là, ça devient beaucoup plus difficile. Et donc, il a fallu se réinventer. Je pense qu'ils ont compris qu'on a fait le travail de se réinventer, qui était de dire, on vous présente les mêmes produits, c'est-à-dire toujours des produits engagés, rupturistes, innovants, mais ce coup-ci, on a compris qu'il fallait qu'on soit compétitif en termes de prix. Donc voilà, mais après, rien n'est sûr, c'est un long chemin, et l'avenir nous dira si on réussit ou si on réussit pas notre pari. Si tu devais résumer en un mot, une image forte, enfin tu peux dire plusieurs mots, mais ta nouvelle ambition pour Hugo, ce serait quoi ? C'est un mix entre le Mont Blanc et une licorne, tu vois. C'est que l'idée d'être multicolore, c'est de l'idée d'apporter du bonheur, de la joie, d'avoir un truc qui fonctionne pour l'équipe, parce qu'on se bat beaucoup et que derrière les sourires et derrière tout ce que je te raconte, il y a beaucoup de souffrance. On y met beaucoup d'intensité, on investit beaucoup, on a quand même envie d'être un tout petit peu récompensé et de se dire faut que ça fonctionne et même pour toute l'équipe. J'ai jamais fait un projet où il y avait l'équipe qui s'était impliquée autant en amont. J'étais très solitaire dans tout ce que j'ai fait ces 15 dernières années. Et c'est vrai que sur Hugo, j'ai énormément impliqué l'équipe, que ce soit le marketing, avec qui on a débattu, et je les ai beaucoup écoutés, même si elles sont au fond très juniors. Dans le métier, ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'aidait à avoir une vision qui était différente de la vision du carcan. J'ai beaucoup travaillé là-dessus, même avec mes équipes commerce, même avec les équipes terrain. Voilà, je suis très à l'écoute de toutes les remontées. Et d'ailleurs, beaucoup plus à l'écoute de remontées qui ne seraient pas professionnelles versus quelqu'un qui est très compétent et très professionnel. Parce que quelqu'un de très compétent, très professionnel, il va répéter constamment la même chose, il est dans son cadre. Toute la vision aujourd'hui qui nous entoure d'un monde qui est quand même en plein changement m'aide à faire évoluer le produit, même si, moi j'ai aussi mon cadre, je sais où je veux l'amener et après je l'alimente. Oui, on a vraiment envie d'en faire un joli succès. On n'a pas la prétention d'être le leader, mais on a la prétention de venir faire un peu bouger les codes du rayon. T'évoques un truc hyper intéressant, on pourrait en faire tout un épisode, mais comment un leader au sein d'une boîte, un fondateur, quelqu'un qui prend les décisions, réussit à un moment donné à se dire ok, je lâche du lest, je travaille en collaboratif. C'est quand même un switch, un mindset qui est difficile. Qu'est-ce qui t'en a fait prendre conscience que ça pouvait justement être très bénéfique ? En fait, ouais, t'as raison, c'est très très dur. C'est très très dur, surtout quand t'es solo entrepreneur comme moi. C'est quelque chose de très très dur parce que moi j'ai assumé des choix forts dès le départ. Parfois je suis allé dans des sentiers où on m'attendait pas, avec une volonté de dire, quand on me disait non mais attends, c'est pas ça qu'attend le marché, c'est pas ça qu'ils veulent, c'est pas ça que machin. J'ai toujours dit non mais nous on n'est pas là pour répondre
à des unités de besoin. Il y en a plein d'autres qui sont là pour ça. Nous, on est là pour ouvrir des voies. C'était un peu l'idée de départ. Donc effectivement, on a pris des risques, on s'est planté, on a réussi, voilà. Et c'était toujours très drivé par une vision que j'avais. Et puis, si tu veux, de fil en aiguille, déjà avec le temps, tu deviens quand même plus humble. C'est-à-dire que tu as un nombre d'échecs incommensurable qui fait que tu as l'humilité de savoir que tu n'as pas tout juste tout le temps. Et puis, c'est aussi une évolution d'entrepreneur et une évolution de manager, je dirais même plus. C'est-à-dire que tu vois des générations arriver différentes, t'es challengé et finalement, tu as deux manières de réagir. Soit effectivement, t'imposes ton style constamment, quitte à parfois aller à la rupture, que j'ai parfois fait, hein, je ne le cache pas. Soit tu t'ouvres un peu plus et t'apprends à trouver un juste équilibre entre ton style, qui est de toute façon la vision de l'entreprise et la direction que doit prendre l'entreprise, et tout ce que t'apportent les gens qui sont autour de toi. Et s'ils sont autour de toi, ils sont pas là juste pour être à un poste, on est une petite boîte, c'est qu'ils ont été choisis et ils ont choisi ce projet, donc ils sont en capacité de lui apporter. Et moi j'ai choisi la deuxième voie parce qu'au bout d'un moment, de toute façon, la confrontation constante n'est pas créatrice de valeur et que on est dans un monde qui évolue très vite. Il faut être en capacité de s'adapter et je trouve qu'à ce titre-là, les nouvelles générations, aussi critiquées qu'elles peuvent l'être, ont un côté assez exceptionnel, en tout cas pour moi, parce que c'est hyper challenging. Et donc, comme j'aime bien les challenges, j'aime bien essayer de comprendre, m'adapter, tout en bien entendu leur apportant mes valeurs qui sont très ancrées et elles changeront vraisemblablement pas. Pour conclure l'épisode, qu'est-ce que tu dirais à un chef de produit, un catégorie manager qui nous écoute, il y en a beaucoup, sur comment on relance une marque qui à un moment donné a flanché. Est-ce que tu aurais 2-3 insights que tu peux nous partager pour conclure ? Déjà, faut pas hésiter à tout foutre en l'air. Moi, c'est un peu le pari que j'ai pris, c'est-à-dire que je me suis dit à un moment donné, tout remettre à plat et on va pas hésiter. Et après, on a réussi à avoir un espèce de fil conducteur et qu'il y ait un lion. Et ce lion, d'ailleurs, tu l'as là. Je sais pas si tu le vois ici, mais c'est Hugo qui a grandi. C'était un ado sur les packs précédents et maintenant c'est un adulte. Donc on l'a fait évoluer. Ça demande beaucoup de courage quand je prends la décision, on regarde le PNL quand même, on se dit, bon, elle pèse la marque, est-ce qu'il n'y a pas un truc plus simple à faire ? Et puis, non, j'avais envie de tout changer et de tout mettre à plat, donc c'est le premier point. Deuxième point, il faut avoir des convictions. Il faut avoir des convictions et être résilient, mais résilient, c'est plus pour l'entrepreneur qui est derrière que pour le chef de produit, mais il faut avoir des convictions fortes et finalement pas avoir peur de faire un mix entre ce que nous dit le marché, ce que nous dit toutes les études de marché, que nous on prenait absolument pas en considération avant, mais on prend un peu plus en considération maintenant, et la conviction forte de l'entreprise et où est-ce qu'elle a envie d'amener le produit, parce que si c'est pour faire un énième produit qui a déjà été fait 100 fois, peut-être que grâce à la puissance de leur entreprise, ils feront un truc qui fonctionnera ou qui sera exceptionnel, mais ça ira jamais révolutionner quoi que ce soit. Non pas que le but soit tout le temps de révolutionner, parce que si tout le monde veut révolutionner, à la fin, c'est un bordel sans nom. Mais je pense que l'innovation, c'est quand même beaucoup d'intuition, de vision, de volonté et finalement de capacité à croire en ses idées. Écoute, Alexis, merci beaucoup pour cet échange. Évidemment, comme d'habitude, où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver s'ils ont des questions, des remarques à t'adresser sur l'épisode ? Et dernière petite question, qui est-ce que tu aimerais entendre sur le podcast pour un prochain épisode ou un sujet thématique ? Alors, où est-ce qu'on peut me retrouver ? Sur LinkedIn. J'essaye de répondre tant bien que mal à tous les messages qu'on m'envoie sur LinkedIn. C'est difficile parce que surtout, on est quand même, je trouve, beaucoup démarchés. Et Marie Michaud, pour les Demiel Michaud. Je sais que j'ai une affection particulière pour Marie. C'est une femme exceptionnelle, quoi. Elle dirige une boîte qui est quand même une grosse boîte dans le miel et elle a les épaules assez hors du commun. Et puis c'est une fille super engagée. Elle est engagée et pour son entreprise et au sein de la FEF, comme tu le sais. Dont je fais partie. Je pense que Marie, ça serait un bon épisode. Et Adrien de Funky, mais Adrien, c'est déjà une star. Il est sur M6, tout ça. Déjà fait en plus. Voilà. Donc, Merci beaucoup, Alexis. À bientôt. Merci à toi. Salut.